Tout à l'heure, vous parlez des jeunes qui vont au PCT, bon, avec tout ce que vous avez développé autour. À l'opposé, et je crois que c'est là qu'on va terminer finalement, qu'est-ce que cela vous a fait lorsque vous avez vu l'image? Parce que là, je parle à une femme de cette demoiselle dont on nous a dit elle était, je crois, licencière en droit et qui est allé, qui a voulu se faire enrôler dans l'armée, mais qui a trouvé la mort. C'est une jeune fille, hein. On a vu la photo circuler sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que cela vous a fait et quelle lecture Écoutez, de femme portez-vous sur... Écoutez, je suis une femme, j'ai un certain âge, j'ai des sœurs, des cousines qui ont le même âge, qui ont fait peut-être les mêmes études et qui espéraient aussi peut-être qu'on puisse les prendre à la fonction publique, puisqu'il n'y a que ça comme solution dans l'immédiat pour pouvoir un peu vivre et peut-être aussi aider un peu la famille. Moi, j'ai été dans une émotion, même lorsque vous dites là, j'ai la chair de poule, vous voyez mes poils se dressent parce que elle devient ce symbole du désarroi de la jeunesse. Elle devient ce symbole de cette République qui pointe du doigt la jeunesse discourtoise. Elle devient ce symbole de cette fraction sociale et de ces inégalités au niveau du Congo. Ces professeurs qui roulent dans les 4x4, qui soient économistes, philosophes et autres, où ils sont pour pouvoir réorganiser l'histoire du pays et de pouvoir donner un sens à l'histoire du pays et de pouvoir mettre des marqueurs pour la jeunesse. Sinon, la jeunesse ira le chercher ailleurs. Effectivement, vous allez accuser cette jeunesse de pouvoir être complotiste, tout ça, mais vous ne donnez rien à la jeunesse. Vous donnez peut-être du pain, même le pain est dévitalisé, la farine, et quand vous touchez le pain, c'est comme du carton, j'en mange pas quand je suis là-bas, tout est dévitalisé. Donc, il faut quand même que les politiques puissent comprendre qu'il y a une urgence au niveau du système éducatif, du système de la santé et de l'emploi aussi, et mettre tout ça en corrélation et qu'il y ait une urgence, une exception, une urgence, tout en donnant leur vision de demain, de ce qu'ils veulent faire de cette nation et qu'on puisse contribuer tous ensemble, qu'on puisse rentrer tous ensemble. C'est pas juste que une personne est blessée, on voit un ministre courir au pied du lit parce que la diaspora leur a dit que quand même, il faut quand même être humain, il faut participer humainement, aller voir toutes les personnes, assister aux personnes, d'accord? Ils le font, mais nous en sommes où? Où est passé tout cet argent de la jeunesse que vous avez mis en place pour les générations futures et tout ce qui a été mis en place? Incapables de parler. Ce sont des oligarques qui se pivent, qui sont là à faire des immeubles de 2 étages, 3 étages, et quand il y a d'autres personnes, ils vont leur acheter. Les voitures s'achètent à Dubaï. Ils sont dans une indécence de pouvoir être dans des maisons. Dès que vous sortez, il y a des poubelles à gauche, à droite, ça pue, il y a des mouches, tout ça. Ça ne les fait absolument rien. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Telar TV R7. Avec moi sur ce plateau, Olga Ndinka, consultante sur l'actualité géopolitique chez Ziana TV. Bonjour Olga, et comment allez-vous? Bonjour Christian, mais écoute, ça fait très longtemps. Sinon, ça va très bien, merci. Merci, je vous Toujours un remercie. plaisir de vous avoir sur C'est gentil, c'est Telar. gentil. Merci Également, beaucoup. votre équipe qui est en régie également, merci. Merci Olga de votre disponibilité pour cet échange qui portera sur un phénomène très étrange qui a pris corps dans l'esprit de bon nombre de Congolais, mais aussi dans plusieurs autres pays à travers le monde. Des personnalités politiques qui considèrent les critiques ou les dénonciations des comportements déviants comme un crime. Je ne sais pas si vous l'avez également constaté que tous ceux qui dénoncent ou qui critiquent leur gouvernement sont systématiquement qualifiés d'opposants au pouvoir en place ou de tentatives de déstabilisation des institutions, alors que la loi, dans le cas du Congo par exemple, permet la critique et garantit d'ailleurs l'expression
libre. Alors, c'est vrai, hein, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance généralisée actuellement qui fasse que depuis un certain moment, mais personne n'ose en parler, de pouvoir voir le citoyen engagé, l'engagement citoyen comme un opposant, voire une personne qui souhaiterait renverser les institutions ou encore un complotiste. Et ça devient un peu chronique. À chaque fois qu'il y a un événement, une manifestation, que la population réclame ses droits et devoirs au niveau des programmes politiques, au niveau des politiques, on s'insurge du côté des politiques de voir les citoyens pouvoir réclamer leurs droits. Est-ce que vous est Alors, déjà arrivé qu'on vous pointe du doigt pour vous dire, mais c'est quoi ce que vous êtes en train de faire? On vous a vu de l'autre côté en train de manifester avec, entre guillemets, les opposants ou les résistants, comme on aime à le dire. Vous est-il déjà alors arrivé? bon, c'est vrai que moi, je parle à tout le monde. Et il est vrai que j'ai eu une situation assez cocasse il n'y a pas longtemps, puisqu'il y a une manifestation qui s'est organisée à l'hommage des jeunes décédés et également les blessés, hein, qui s'est Au stade d'Ornano? au stade d'Ornano. La diaspora parisienne a organisé en l'hommage de ces jeunes une manifestation. Et moi-même, hein, on m'a appelé pour me dissuader de ne pas y aller, considérant que je serais prise pour une opposante ou une activiste. Près d'une quarantaine de jeunes Congolais ont péri dans une bousculade au stade d'Ornano dans la nuit du 20 au 21 novembre 2023. Drame survenu alors que les jeunes s'y étaient rendus pour un enrôlement dans l'armée congolaise. Un recrutement qui a malheureusement tourné au drame, conséquence d'une très mauvaise organisation de ces opérations de recrutement. Les postulants, notamment tous les jeunes de Brazzaville, on peut imaginer, en quête d'un emploi pour une ville d'au moins 2 millions d'habitants, dont plus de la moitié est évidemment jeune, y avait été invité aux heures indues, à 23 heures, heure locale de Brazzaville, en violation d'ailleurs de la loi, notamment du décret numéro 95-85 du 14 avril 1995, fixant les horaires de travail des administrations et des établissements publics administratifs. Moi, ça me fait très mal parce que comment ça, un travail, on peut donner le travail à 22 heures, voire 1 heure là, c'est trop. Ça, c'est quel genre de travail qu'on peut donner à 22 heures, 1 heure. Moi, je peux même dire que c'est un travail de maison ou comment. Bon. Notons également que le Congo-Brazzaville accuse un chômage endémique des jeunes. C'est aussi le manque d'emploi qui fait ça. En dépit de ses nombreuses ressources naturelles, pétrole, bois, minerais, ports en eau profonde, terres arables, exploitées par des multinationales étrangères, mais aussi par les sociétés exclusivement tenues par les membres du clan Sassou Nguesso. Le pays est paradoxalement en crise avec une économie sous perfusion des institutions financières internationales. Plus de la moitié de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté, soit à moins d'1 $ par jour. On peut donc imaginer le flux des jeunes qui ont convergé vers ce site de recrutement le 20 novembre dernier tard dans la nuit. Un site mal éclairé et non sécurisé, couplé aux violences et à la maltraitance à laquelle ont été soumis ces jeunes par les agents des forces armées congolaises. Violence à l'origine des bousculades qui ont entraîné la mort de plusieurs dizaines de jeunes Congolais selon certains témoignages. Babolaki moko wana na même na vidéo moko baboli ceinturon na mutu abutu epandi amo crier mais je suis blessé albesa je m'en fous nga moko na telemaki wana toki pa nga moko pe na ki parmi ba centaine personnes ba kotaki na kata o na no liboso nga moko na zala wana ba ko shikote batu na ba maka banzeta bu ya ba balai ba ko shikote batu. Des jeunes qui ne voulaient que du travail pour sortir de la situation sociale très précaire dans laquelle les a plongés le régime au pouvoir.
Régime qui s'illustre, rappelons-le, par un pillage systématique des finances et de l'économie congolaise, notamment par des détournements en série des deniers publics. La coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers au Congo-Brazzaville vient de déposer devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Brazzaville une plainte contre X avec constitution de partie civile pour détournement et pillage de présumés fonds publics, suite à la disparition de 14 000 milliards de francs CFA, soit 25 milliards de dollars américains, issus des recettes excédentaires des revenus pétroliers réservés pour les générations futures. Ce drame qui a choqué tous les Congolais ou presque et qui a eu un écho à travers le monde n'a pas laissé indifférente la diaspora congolaise de France qui a organisé une manifestation en hommage aux victimes le samedi 25 novembre 2023 à Paris. Et c'est pour ça que j'avais voulu aborder cette thématique qui me tenait tant à cœur parce que ce sont les libertés individuelles et également l'expression citoyenne qui est mise en cause. Et c'est très grave. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette... Parce qu'il faut utiliser les termes qu'il faut. C'est une forme de diabolisation. Que visent finalement ceux qui s'adonnent à ce genre d'exercice, c'est-à-dire de toujours regarder, mais on nous appelle à les manifester, soit parce que, bon, nous sommes privés de nos droits à l'eau potable ou à l'électricité, mais lorsque quelqu'un appelle à une manifestation, par exemple, pour évidemment réclamer les droits, réclamer justice. Généralement, on commence à poser la question, mais qui est derrière? Pourquoi? Qui est-il? Il est de quel bord? Il est d'où? Que visent ces personnes finalement qui tentent de diaboliser ce genre de manifestation? Alors, vise à discréditer tout simplement les actions menées en faveur des citoyens qui veulent savoir est-ce que tel ou tel programme a été mis en place, pourquoi il n'y a pas d'eau, pourquoi il n'y a pas l'électricité. Et c'est tout à fait normal parce que, voyez-vous, lorsque les politiques mettent en place leur programme, c'est bien par l'expression et par le fait que les citoyens se sentent exprimés. Et à partir de ça, les politiques prennent en corrélation toutes les doléances pour pouvoir organiser des actions concrètes d'abord sur un programme. Après, on est un peu, je veux dire, les gens sont un peu dégoûtés de voir que lorsqu'on élit des candidats, après, en termes de programme, d'application du programme, ça ne suit pas. Donc là, ça met à mal un peu la probité des politiques et c'est tout à fait normal qu'il y ait les engagements citoyens de pouvoir s'exprimer. C'est comme des alertes à la démocratie, il y a des choses qui vont mal, parce que lorsque vous êtes mal dans le corps, vous voyez, il y a des spams qui réagissent, tout ça, et lorsque la société va mal, lorsqu'une communauté sociale va mal, ces spams aussi s'expriment à travers également ces engagements citoyens. Alors, nul n'est censé ignorer la loi, comme qui dirait, et nul n'est censé aussi ignorer ses droits. Nous apprend-on. Est-ce qu'on peut penser que c'est une forme d'ignorance que de céder à ce genre, par exemple, d'intimidation, il faut appeler ça comme ça, ou de chantage? Parce que pour quelqu'un qui connaît ses droits, euh, peut-il vraiment céder à ce genre de chantage? Alors, je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent leurs droits. Je veux dire, moi, je fréquente beaucoup des hauts cadres ici dans la diaspora. Beaucoup ne s'expriment pas directement parce que ça peut être des architectes, des médecins, ça peut être des personnalités publiques et n'osent pas, même pas pouvoir dire un mot. Donc, normalement, on devrait pouvoir dire ce qu'on exprime, mais dans la réalité, il y a comme, on vit
un peu comme sous influence d'une politique en place qui est là depuis un certain nombre d'années et on le ressent, tout le monde devient le flic d'un tel, la cousine qui va t'appeler, fais attention, le cousin, l'oncle qui va dire, mais on t'a vu là-bas, mais moi, mes affaires, ça n'irait pas bien. Voilà, il y a toute cette atmosphère-là qui fasse que on perd cette essence de citoyen dans la nation. Et donc, ça doit être mis en place. Moi, je suis ici pour pouvoir dénoncer cela, dénoncer l'intimidation du citoyen lambda et puis du citoyen également engagé, parce que les politiques savent bien se gaver lorsque ils ont besoin des citoyens. Mais il Simplement. y a aussi, quelque part, il faut le dire, Olga, des gens qui manifestent comme ça une peur bleue, c'est-à-dire non justifiée, qui voient le diable un peu partout. Venir défendre ses droits, c'est la plus légale, j'allais dire, la plus normale. Et pour ceux qui connaissent leurs droits, tout à l'heure, vous avez dit, il y a des médecins, il y a des experts, des ingénieurs, des docteurs, des professeurs qui connaissent leurs droits, mais qui, une fois devant cette réalité, vous diront, ben, écoutez, généralement, c'est ce qu'ils disent. Je ne fais pas la politique. Une parade comme quoi, je ne fais pas la politique, je ne suis pas un politicien parce que bon, on ne veut pas participer, par exemple, à une manifestation où on est en train de réclamer les droits, par exemple, à l'accès à l'eau potable. N'est-ce pas là aussi une manière de faire le lit, par exemple, des pouvoirs autoritaires? Parce qu'après, les juristes vous diront à qui profite le crime. Oui, Christian, c'est un discours circulaire qui est un danger également pour la démocratie, pour libérer aussi les énergies, hein, les énergies vives, parce que vous savez, l'engagement citoyen relève davantage de la société civile, hein, et qui est un contre-pouvoir, et elle ne cherche pas la conquête du pouvoir politique, mais elle doit s'exprimer. Elle doit s'exprimer pour justement parce que comment cet engagement, le citoyen est dans son droit de pouvoir s'exprimer. Alors qu'on a l'impression dans les communautés, dans certaines communautés, je veux dire généralement en Afrique, particulièrement là je parle du Congo, la parole est étouffée. L'expression du citoyen est étouffée également, puisqu'on a toujours peur que une autre personne, une personne s'engage et que ça engage toute une famille de une, deux, troisième génération et on ne va pas s'en sortir comme ça. Oui, mais moi, je pense, et puis voilà, et vous me direz si je me trompe, quand quelqu'un ne peut plus défendre ses droits, ben, c'est un esclave volontaire. Et quelqu'un qui ne peut pas, évidemment, manifester, comme je l'ai dit, défendre ses droits, ça veut dire qu'on ne peut pas s'apitoyer de cette personne. Et c'est tout normal qu'on marche sur tous ses droits. Et savoir qu'il y a des intellectuels, parce que là aussi, bon, je ne veux pas aller dans ce que signifie un intellectuel ou autre, ben, les gens comprendront, mais un intellectuel ne peut pas nous expliquer pourquoi il ne peut pas s'exprimer. C'est ça, en fait, ma préoccupation. C'est-à-dire, il y a des gens pour lesquels, vous avez par exemple, parce que nous faisons la communication. Il nous arrive, par exemple, d'avoir un sujet à traiter, mais pour bien traiter un sujet, il faut naturellement une personne ressource, comme on dit en journalisme, c'est-à-dire il faut quelqu'un qui connaît le domaine qui peut mieux s'exprimer sur ce domaine. Et il arrive que vous les contactez en qualité d'expert d'abord, parce que on leur dit, non, vous venez vous exprimer en qualité d'expert sur telle ou telle autre question. Et généralement, ils vous disent oui, mais, alors que c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine. Et c'est là mon problème de comprendre pourquoi un intellectuel devrait-il manifester une telle peur, par exemple?
Non, normalement, il n'y a pas à manifester une telle peur lorsque les institutions fonctionnent très bien, qu'il y ait la séparation des pouvoirs. Il ne suffit pas non plus qu'il y ait que la séparation des pouvoirs. Il faut regarder qu'il y ait quand même l'équilibre de cette séparation des pouvoirs. Et à partir de là, la société civile doit faire son travail aussi de contre-pouvoir. Vous voyez, normalement, je dirais un intellectuel ou les personnes éthiques peuvent s'engager individuellement dans une cause citoyenne au sens non partisane, donc non politique. Et pourtant, il y a des personnes, des intellectuels chez nous qui s'expriment de leur manière. Ça, vous verrez que ça sera décrit, exprimé dans des livres, dans des sphères, dans des organisations qui mettent en place. On me dira aussi, pour vous qui aimez les anecdotes, que Henri Lopez, qui nous a quittés, le feu Henri Lopez, qui nous a quittés récemment, j'ai été à ses obsèques et également après l'inhumation, nous avons été reçus. J'ai appelé un ami qui était un ancien du PCT. Je lui ai dit, tu n'es pas venu à la veillée d'Henri Lopez et pourtant il fait partie des mastodontes de votre parti. Il m'a dit de ne pas reconnaître Henri Lopez parce que pour lui, Henri Lopez dénigrait le système d'une certaine manière par les livres, un peu comme les fourberies de Scapin, Molière qui a toujours dénoncé la royauté et qu'apparemment Henri Lopez serait ce genre de personnage. Donc vous voyez, donc chaque personne a son attrait à la démocratie. Mais plus sérieusement, je voudrais dire un mot, c'est que plus un pouvoir est dictatorial et antidémocratique, moins il laisse place à l'engagement citoyen, hein, voyez-vous. Et dans la société civile, ce que l'on voit, c'est que les politiques ne tolèrent pas cette liberté du citoyen à s'exprimer parce que ils souhaiteraient qu'ils puissent aller dans leur sens sans brancher. Dans ce cas-là, il ne faudrait pas dire que c'est une république démocratique. Alors, je vais prendre un exemple actuel, hein. Parlons du Congo-Brazzaville. Il n'y a pas de mal à cela. Au Congo-Brazzaville, nous savons qu'il y a un souci d'accès, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accès à l'eau potable. Tout le monde le sait. À l'électricité, pareil, je peux aussi ajouter les soins de santé, hein, de qualité, mais aussi l'éducation. Alors, nous avons l'article 25 de la Constitution, la nouvelle Constitution congolaise, bien entendu, du 6 novembre 2015, qui stipule, je vais donc lire pour l'intérêt de nos téléspectateurs, tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image, ou par tout autre moyen de communication. La liberté de l'information et de la communication est garantie. Elle s'exerce dans le respect de la loi. La censure est prohibée. Alors, ma question, je ne sais pas si vous avez suivi entre-temps une vidéo qui a circulé sur la toile où un jeune Congolais, je crois devait être quelque part, j'ai pas bien localisé l'endroit, mais il disait en substance, écoutez, je ne sais plus quoi faire, en tout cas, je suis dépassé, on ne sait plus quoi faire dans ce pays, mais je sais que pendant que je suis en train de parler là, je suis déjà un homme mort. Et ça m'a interpellé. Voilà un jeune qui décide de dire un certain nombre de choses parce qu'il n'en peut plus, mais qui pense que dans le même temps, il est déjà une personne morte. Je sais qu'après, ils viendront me chercher, ils vont peut-être me tuer. Il dit même certainement que ce que je suis en train de dire là, et c'est pour probablement la dernière fois que vous me voyez. Mhm. Et ça se passe au Congo-Brazzaville. Quelle interprétation donner à un tel cas, par exemple? Vous voyez que les personnes qui sont dans cette croyance aussi, nous véhiculant certaines croyances
qui fasse qu'on tienne des propos de cette manière et finalement, on s'empêche à dire des choses et finalement on donne aussi raison à toutes ces personnes qui viennent nous siffler à l'oreille, nous chuchoter à l'oreille, attention, il ne faut pas te démasquer, il ne faut pas te montrer, il ne faut pas être dans telle manifestation. Donc, tout ça se nourrit à un certain moment. Voyez-vous, même si la liberté d'expression n'est pas de rigueur également dans certains pays, on a vu qu'il y a aussi des citoyens, hein, des jeunes citoyens qui ont été arrêtés arbitrairement, mis en prison et puis libérés au bout de quelques jours ou de quelques semaines sans être passés au tribunal ou quoi que ce soit et on s'en inquiète. Et c'est dommage de pouvoir justement euh, ancrer dans ces croyances qui entretiennent, je veux dire, une forme de peur également. Normalement, le citoyen doit faire son travail de pouvoir parler. Bon, imaginons que ce jeune parle et, par exemple, se fait arrêter arbitrairement. Bien entendu, le Congo est en porte-à-faux de pouvoir arrêter une personne qui s'exprime, qui a le droit de s'exprimer. Et dans ce cas-là, on fera recours les personnes compétentes. Voilà. Oui, mais moi je pense que c'est aussi l'expression de l'image du pouvoir en place, parce que un jeune normalement constitué qui se réveille un matin, qui pense que c'est mon droit que de demander, par exemple, ou de trouver de l'emploi que je n'arrive pas à trouver, ou que je n'ai pas l'eau potable alors que je paye les factures, les quittances, et on le sait, ou l'électricité, par exemple, vous avez une semaine, 2 semaines, vous n'avez pas d'électricité, ou vous n'avez pas l'électricité au moment où vous avez besoin de l'électricité. Mais qui un matin se dit, bah écoute, moi je vais quand même exprimer, mais quelque part, après, se dit, oui, probablement que c'est la dernière expression, peut-être que vous n'allez plus me voir. N'est-ce pas là l'image même du régime qui est traduite ainsi? Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut prétendre encore parler d'une démocratie Alors, dans un tel environnement? Parce alors, que ce que je dis est mhm, vérifiable. Il y a mhm, bien des mhm. jeunes qui dénoncent un certain nombre de choses. Je ne sais pas si vous connaissez un certain Amédée Louemba Dello, qui, toutes les fois, bah, la prison est devenue, je crois, son deuxième domicile. Bah, ce jeune très courageux d'ailleurs, qui n'arrête pas de dénoncer un certain nombre de choses. Je ne sais pas dernièrement s'il avait été pris. Je ne sais pas si on l'a relaxé. Mais ce jeune, tout le temps, est en prison simplement parce que il tente de dénoncer un certain nombre de choses qui ne marchent pas au pays. Ça peut être l'électricité, ça peut être comment on appelle ça, des pénuries du carburant ou les problèmes de santé qui se posent au Congo. Mais tout le temps, il est pris par la police. Alors, je pense que c'est-à-dire que chaque jeune devrait s'exprimer de sa libre expression, de ce que la Constitution lui doit comme garantie de son expression. Et si les choses ne sont pas faites ainsi, c'est qu'il y a un problème. Je trouve que plus nous allons dans une société où on garde justement des faits. Entre-temps, il y a 5 millions, presque et demi d'habitants au Congo. Il y a des milliers ou des centaines de personnes dans les réseaux sociaux qui s'expriment également. Il y en a également qui s'expriment au niveau de Brazzaville. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a des jeunes qui sont plus ciblés que d'autres parce qu'ils ont une fonction libre de s'exprimer et que ça peut déranger, que ça soit dans leur attitude ou dans leur manière de faire. Et là, il y a les droits de l'homme qui sont là pour garantir aussi, et les institutions de la République du Congo pour garantir justement que ça ne se fasse pas. Et le fait qu'ils le disent, c'est dommage parce que ça envoie également aux autres jeunes de faire attention, alors que normalement, beaucoup plus de jeunes devraient s'exprimer par rapport à leurs conditions de vie. Je ne sais pas comment appeler ça, mais
apparemment au Congo-Brazzaville, tout est politisé. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas manifester pour ses droits, on dira que c'est politique. Quand il s'exprime pour une question ou une autre, qui n'a rien à voir avec la politique, même sur les questions, j'allais dire, de société, on dit que c'est de la politique. Que vous parlez culture, on dira politique. Voilà, il y a ce phénomène-là. Qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes, par exemple? Parce que les jeunes ont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les jeunes ont le droit de s'exprimer. Parce que s'ils ne font rien, comme je l'ai rappelé d'ailleurs quelque part, que celui qui n'arrive plus à défendre ses droits, c'est un esclave volontaire. Et quand on se fait esclave volontaire, n'attendez pas que les autres s'apitoient de votre sort. Que devraient faire les Congolais, les jeunes? Je dis bien, je parle bien des jeunes Congolais parce que finalement, avec, bon, voilà, nous autres là qui sommes déjà finis, parce que c'est nous aussi qui entretenions en fait cette peur au niveau de la jeunesse. Ils se mirent par rapport à leurs grands frères, à leurs parents, mais que dire à ces Le- jeunes Congolais qui aspirent demain à une liberté, par exemple? Mais il ne faut pas juste aspirer, il faut être dans cette liberté. Et cette liberté-là, il faut se s'outiller, il faut s'armer comment, de connaissances pour pouvoir libérer les vannes. Et de toute façon, à un moment donné, on ne va pas rester ainsi. Vous savez, lorsque la classe politique est déconsidérée comme ou trop corrompue, ou peut-être non crédible, les électeurs se tournent vers de plus en plus des candidats apolitiques. Et c'est de ça que peut-être les politiques ont peur, c'est que ces engagements de citoyens, qu'il y ait parmi eux une personne qui se dégage avec une moralité dont la population va aller vers ce candidat. Donc la jeunesse doit parler. La jeunesse, c'est la force vive de la nation. Donc, il faut savoir ce qu'il faut faire. Lorsque déjà, on nous dit qu'il faut enrôler des jeunes dans l'armée, on veut bien. Hein. Déjà, il faut qu'on puisse savoir la désignation. Pourquoi on enrôle ces jeunes dans l'armée? Quelle est la vision du Congo? Quelle est la vision du Congo en termes d'armement? Et il faut dire que c'est aussi une application de décision lorsqu'on fait appel à des jeunes de s'enrôler dans l'armée. Donc, quelque part, on fait de la politique. Et lorsque ces jeunes meurent, on nous dit non, on ne doit pas circuler, il n'y a rien à voir parce qu'ils ont été discourtois. Moi, j'ai été scandalisée par ce mot, je vais vous le dire, Christian, devant votre plateau. Et je tenais à le dire parce que ces jeunes n'ont rien demandé. Ils ont demandé juste à avoir un travail, à espérer mieux pour demain et ne pas aller prendre les océans, la mer et se noyer quelque part sans que les parents puissent être au courant. Donc, vous voyez, toute action que mènent les politiques comment s'impacte aussi sur les citoyens, sur cette jeunesse. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que cette jeunesse doit s'exprimer, doit aller voter également, c'est-à-dire que on a vu aux dernières élections, il y a eu 88,40% de personnes qui ont été votées. Il y a cette année, beaucoup seront en majorité de voter. Il faut s'engager dans des mouvements citoyens et c'est comme ça qu'ils peuvent apporter leurs idées, monter dans leurs idées, dans leurs connaissances aussi des affaires politiques et de pouvoir faire valoir leurs droits je dirais même, normalement, le président de la République devrait recevoir ces mouvements de jeunes, que ça soit le mouvement ras-le-bol, tous ces mouvements qu'on entend parler. J'ai vu des jeunes dans la manifestation qui faisaient partie des droits de l'homme. Normalement, le président de la République devrait les recevoir tous et pouvoir écouter leurs doléances pour un meilleur, parce qu'on ne le fait pas, ils ne le font pas juste parce qu'ils n'aiment
pas la tête de Colline Makosso, le Premier ministre. Ils le font parce qu'ils sont en désarroi et que leur avenir semble être sacrifié. Déjà que leurs parents qui sont restés, leur avenir a été sacrifié et ils ne veulent pas subir cela. Et ils ne veulent pas non plus emprunter les routes de du désert, du Sahel ou de l'océan. Donc, normalement, moi, j'en appelle au président de la République de les recevoir et de pouvoir mettre un peu à plat et d'arrêter cet amalgame de parler de la jeunesse comme si c'était des enfants gâtés de la République ou les infantiliser en même temps, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais conscients de leurs actes, il y a toujours quelqu'un qui sont derrière eux, ils sont assez adultes. Lorsque vous voyez dans le gouvernement, il y a des gens qui ont pris le pouvoir dès qu'ils avaient 27 ans, 30 ans, 33 ans. Voyez-vous? Et aujourd'hui, un jeune qui a entre 25, 30 ans ou 40 ans, on dit non, tu es encore jeune, il faut patienter, tu es trop pressé que ça soit sur un poste de travail, que ça soit dans une administration, il faut faire attendre. Moi, je vais vous dire, j'ai des petits frères qui sont en Afrique et ces petits frères-là, ils ont besoin parfois de tuteurs comme il se doit pour pouvoir mener à bien leur formation, eh ben, on leur dit, il n'y a pas de tuteur. J'ai une jeune cousine de 21 ans qui fait sa licence et qui doit, je ne sais pas, passer cette licence-là, faire un mémoire ou quelque chose comme ça. Les professeurs disent, je ne suis pas intéressé par toi pour te faire le suivi parce que je n'ai pas que ça à faire. Parce que les professeurs à côté font du commerce, font les affaires et puis ils fricotent un peu avec les enfants des grands politiciens qui leur cèdent un peu 100 000 francs CFA, Oui, 500 000 francs pardon, CFA. Voyez, Olga Ndinga, évidemment, tout à l'heure, je disais c'est là, je la touche première les question, mais je réalités, vais vous rebondir, voyez, je pardon. ne suis plus, là, je touche les réalités, je ne Oui, tout suis à fait, tout plus à fait, tout à dans les fait, tout à fait. généralités. Évidemment, Voilà. lorsque on parle, nous parlons de la jeunesse, lorsque vous êtes face à un gouvernement comme celui du Congo, hein, le gouvernement actuel, bien entendu, qui finalement n'accorde aucune importance à la jeunesse et est capable d'accuser même la jeunesse de ce qu'elle n'a pas fait, Alors, qu'est-ce que ça vous fait penser? pour moi, ça devient des monstres. Voyez-vous, parce que quand la jeunesse est accusée, c'est tout le monde qui est accusé. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire cette émission aussi un peu en hommage à un cousin qui est décédé en début de cette année, qui était enrôlé dans l'armée. Il avait à peu près 24 ans. On a retrouvé son corps et finalement, l'armée nous a dit qu'il y avait peut-être une foudre qui lui était tombée dessus. On a vu que le corps avait pas mal de boue, tout ça, et que ce n'était pas la foudre. L'armée est revenue sur ses positions en disant que oui, c'était peut-être un accident et autres qui prendraient en charge l'enterrement. Et donc, nous, on pense que c'est un bizutage qui a mal tourné, c'est-à-dire que lors des entraînements, poussé à bout, et puis avec tout ce que vous avez comme entraînement, des insultes, tout ça, et il n'y a pas eu d'assistance. Donc moi, je suis allée à cette manifestation aussi en hommage de cette jeunesse par mon cousin et je me reconnaissais aussi dans cette jeunesse. Et quand je vous dis, quand la jeunesse est accusée, c'est tout le monde qui est accusé. Vous avez parlé tout à l'heure des ONG de défense des droits de l'homme et ma question était de savoir est-ce que cette peur manifestée par la jeunesse quand elle veut s'exprimer, bien entendu, n'est pas aussi un échec, par exemple, des médias, de ces ONG ou aussi des gouvernants, oui, des gouvernements, de n'avoir pas finalement assez vulgarisé les droits, c'est-à-dire le droit parce qu'on disait d'entrée de jeu, nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce que ce n'est pas parce que les médias n'ont pas fait leur travail, c'est-à-dire de vulgarisation des droits, faire connaître aux jeunes leurs droits, et parce que nous avons aujourd'hui, par exemple, une constitution congolaise, nous avons d'autres lois, mais je parie que nombreux ne lisent pas la loi. Et lorsqu'on ne connaît pas sa loi, évidemment, c'est normal qu'on ait peur de tout et de rien.
Alors, vous savez, Aristote disait que l'État est la communauté de bien vivre. Donc, on se demande où est cette communauté de bien vivre. Lorsque vous parlez des lois, il y a l'article 15, par exemple, de la Constitution qui dit des enfants, alors je lis, hein, tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et en droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou défavorisé en raison de son origine familiale, ethnique et de sa condition sociale et de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques et autres. Bon, tout ce que nous voyons actuellement au niveau de cette jeunesse, c'est qu'il y a la condition sociale, on est défavorisé, voyez-vous. C'est dramatique. Il faudrait que, moi j'en appelle à Colline Makosso de pouvoir revoir. C'est bien beau de dire que la jeunesse est discourtoise, mais vous, Monsieur Colline Makosso, vous êtes quoi finalement? N'êtes-vous pas discourtois lorsque vous traitez cette jeunesse comme ça, lorsque les articles de la Constitution ne sont pas appliqués et qu'il n'y a pas cette égalité-là et que vous prétendez que lorsqu'il y a des inégalités économiques, eh ben, on va rester les bras croisés et qu'il n'y aura pas des alertes, il n'y aura pas de personnes engagées dans la politique sans qu'on puisse leur lancer qui sont des complotistes et autres. Bien entendu que les médias sont aussi responsables. Il y a toute une chaîne, Christian, j'ai envie de dire, toute une chaîne de, d'organisation hein, de la société civile qui qui a doit échoué prendre dans ses sa mission. responsabilités. Moi, j'avais dit lors, je pense il y a 2 ans, lors d'une émission sur Ziana, je disais que j'en voulais aussi à cette diaspora qui a trop attendu des privilèges parce que ils ont étudié, ils ont fait droit, ils ont été ils ont des masters, ils ont voilà, ils sont philosophes, ils sont économistes, voilà, et ils attendaient une place au show, c'est-à-dire que lorsque ça n'allait pas bien, ils ont préféré être dans le déni au lieu de pouvoir se positionner. Mais ils se positionnaient tout simplement pour des postes au pays. Donc, qu'ils arrêtent aujourd'hui, on les voit sur les plateaux télé, dans les réseaux sociaux, Alors, venir. vous voulez parler là d'une lutte de positionnement, c'est ça? Chacun veut Mais avoir ils ont sa vu que place la au lutte de soleil. positionnement ne fonctionne pas. Ils ont vu que le système, c'est cet ogre qui avale tout et que vous avez bien beau parler, avoir un beau discours, avoir fait un bac+5, avoir été conseiller d'un ancien ministre ou président, on n'en a rien à faire de vous parce que c'est eux qui décident là-bas. Et donc, je me demande avec l'intelligence qu'ils ont, comment ça se fait qu'ils ont laissé pendant 20 ans les choses se dérouler comme ça et se faire berner par des programmes, chemin d'avenir, chemin de ceci, chemin de cela. Et finalement, ce sont les mêmes, on est gavé de les voir. On veut voir une autre jeunesse. Moi, je suis là pour vous voir une autre jeunesse. Je ne crois plus à ces personnes qui ont été là et qui ont été aussi dans les affaires et qui viennent nous dire maintenant que non, le système n'est pas bon. Mais entre-temps, quand on leur donnait des marchés publics, des choses où ils fricotaient, que ce soit avec les enfants de Sassou ou des ministres, oh, ils sont toujours là en train de dire oui, tel ministre c'est mon cousin, tel ministre c'est un oncle, tel ministre je le connais. On en a marre de ça. On veut un autre discours, dépolluer ces considérations, de ces titres. Il faut aller plus simple. On veut une autre jeunesse, engagée et qui puisse donner l'exemple Merci, et on laisse merci toutes ces Olga. personnes. Vous voulez d'une Même autre si, jeunesse beaucoup plus engagée, vous avez même si je dit, peux non, mais reconnaître j'ai leur en fait, à vous entendre, ce que j'ai cru comprendre, hein, que pour vous, les intellectuels congolais ont failli et à la rigueur, ils sont complices de ce que vivent les Congolais actuellement. C'est Écoutez, ça. moi, je n'en peux plus des intellectuels congolais. Je vais vous le dire aujourd'hui. J'en peux plus de ces intellectuels congolais. Et lorsque je dis intellectuels, comment, Ne euh, nous offusquons pas, en fait. ne vous offusquez pas et savoir que lorsque vous dites intellectuel, mais il faut savoir la définition parce que pour le Congolais, l'intellectuel, c'est pas ce que vous dites, c'est celui qui peut avoir une certaine connaissance, avoir le sens de la critique, un esprit libre, dire des choses. Non,
Pour le Congolais, l'intellectuel, c'est plutôt celui qui a eu le doctorat, hein, ça soit en droit, en économie, en je ne sais quoi, en philosophie. Et c'est ça l'intellectuel pour le Congolais. On en a marre de ces intellectuels. Laissez la jeunesse, Évidemment, pendant que vous laissez le la dites, jeunesse Olga, s'emparer de la sphère de la sphère politique par son engagement. Je demande à cette jeunesse de pouvoir rentrer, de créer des mouvements de réflexion, de critique et de soumettre tout ça au gouvernement. Voilà, donc il ne devrait pas être, je dirais, ils ne devraient pas être incriminés parce qu'ils sont des citoyens engagés. On devrait être à l'écoute de leurs propositions. Il n'y a pas que la jeunesse du PCT qu'on devrait écouter. Parce qu'on dit qu'il y a une jeunesse du PCT, tous les jeunes veulent aller au PCT. Tous les jeunes veulent aller s'inscrire là-bas. Et en étant là-bas, il y a une désillusion parce qu'ils voient qu'ils sont pieds et mains liés, ils n'ont plus de conviction, ils sont vidés de leur esprit, tout simplement parce que tant que la hiérarchie n'est pas tombée, n'est pas morte, ils vont attendre longtemps. Dans ce cas-là, mieux vaut faire comme il y a eu lors des élections, peut-être un ou deux candidats libres, jeunes, ou aller faire des mouvements pour pouvoir redynamiser cette société de la société civile, des partis oui, civils. pardon, Olga. Allez-y. Tout à l'heure, vous parlez des jeunes qui vont au PCT, bon, avec tout ce que vous avez développé autour. À l'opposé, et je crois que c'est là qu'on va terminer finalement, qu'est-ce que cela vous a fait lorsque vous avez vu l'image? Parce que là, je parle à une femme de cette demoiselle dont on nous a dit elle était, je crois, licencière en droit et qui est allée, qui a voulu se faire enrôler dans l'armée, mais qui a trouvé la mort. C'est une jeune fille, hein. On a vu la photo circuler sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que cela vous a fait et quelle lecture Écoutez, de femme portez-vous sur... Écoutez, je suis une femme, j'ai un certain âge, j'ai des sœurs, des cousines qui ont le même âge, qui ont fait peut-être les mêmes études et qui espéraient aussi peut-être qu'on puisse les prendre à la fonction publique, puisqu'il n'y a que ça comme solution dans l'immédiat pour pouvoir un peu vivre et peut-être aussi aider un peu la famille. Moi, j'ai été dans une émotion, même lorsque vous dites là, j'ai la chair de poule. Vous voyez, mes poils se dressent parce que elle devient ce symbole du désarroi de la jeunesse. Elle devient ce symbole de cette République qui pointe du doigt la jeunesse discourtoise. Elle devient ce symbole de cette fraction sociale et de ces inégalités au niveau du Congo. Je dis Brazzaville parce que je peux dire Congo Oui, Pointe-Noire, pour faire la différence ça avec n'existe la pas, RDC. bref, du Congo. Et donc, pour moi, en sa mémoire, il aurait fallu avoir même, il devrait avoir une place pour ça, une sorte de stèle. On n'a pas ces habitudes-là. Comment voulez-vous qu'on puisse se référencer? Et comment voulez-vous que ces politiques puissent amener des choses concrètes lorsque on efface tout mémoire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus des bibliothèques conséquentes de pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a eu dans mon histoire, qu'est-ce que vous allez dire à un enfant qui est né en, je ne sais pas, en 70, en 89, en 92 ou en 80, 96 ou en 2000, il veut connaître son pays, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez attendre que les Tal Boukandou, un ami qui fait un travail mémorable d'archivage au niveau du Congo, puisse finir ce qu'il a à faire avec les subventions dont il a besoin. Mais
Où va-t-on chercher les mémoires? Ça va se parler dans les chaumières de famille en famille avec toutes les désinformations qu'il y a pu y avoir. Il faut justement réorganiser ça. Ces professeurs qui roulent dans les 4x4, qu'ils soient économistes, philosophes et autres, où ils sont pour pouvoir réorganiser l'histoire du pays et de pouvoir donner un sens à l'histoire du pays et de pouvoir mettre des marqueurs pour la jeunesse. Sinon, la jeunesse ira le chercher ailleurs. Effectivement, vous allez accuser cette jeunesse de pouvoir être complotiste, tout ça, mais vous ne donnez rien à la jeunesse. Vous donnez peut-être du pain, même le pain est dévitalisé, la farine, et quand vous touchez le pain, c'est comme du carton, j'en mange pas quand je suis là-bas, tout est dévitalisé. Donc, il faut quand même que les politiques puissent comprendre qu'il y a une urgence au niveau du système éducatif, du système de la santé et de l'emploi aussi, et mettre tout ça en corrélation et qu'il y ait une urgence, une exception, une urgence, tout en donnant leur vision de demain, de ce qu'ils veulent faire de cette nation et qu'on puisse contribuer tous ensemble, qu'on puisse rentrer tous ensemble. C'est pas juste que une personne est blessée, on voit un ministre courir au pied du lit parce que la diaspora leur a dit que quand même, il faut quand même être humain, il faut participer humainement, aller voir toutes les personnes, assister aux personnes, d'accord? Ils le font, mais nous en sommes où? Lorsque j'entends les intellectuels du Congo dire que je ne reconnais plus le Congo, tout a changé pour moi. Vous savez, moi je suis d'une jeune génération et je côtoie les plus aînés qui ont 30 ans, 40 ans de plus que moi et ils sont dans le système, mais ils ne peuvent pas bouger et ils ne peuvent pas. Il y a certaines personnes qui arrivent à parler et qui arrivent à parler à travers leurs livres ou à travers des revendications au niveau de la jeunesse ou des conférences par-ci par-là. Sinon, ils sont pieds et mains liés et ils ne reconnaissent plus comment le pays en est arrivé là. J'ai demandé à un de mes je dirais, cousins en me disant, mais où est passé tout cet argent de la jeunesse que vous avez mis en place pour les générations futures et tout ce qui a été mis en place, incapables de parler. Ce sont des oligarques qui se pivent, qui sont là à faire des immeubles de 2 étages, 3 étages, et quand il y a d'autres personnes, ils vont leur acheter. Les voitures s'achètent à Dubaï. Ils sont dans une indécence de pouvoir être dans des maisons. Dès que vous sortez, il y a des poubelles à gauche, à droite, ça pue, il y a des mouches, tout ça. Ça ne les fait absolument rien. Le contraste frappe à l'œil. L'environnement dans lequel sont bâties ces tours jumelles laisse à désirer. Bona diagnosis, bona curatio. Le diagnostic est fait, mais le remède n'a pas été trouvé. Situé à Mpila d'Iyoro, les environs de cette infrastructure se trouvent dans l'insalubrité et la pauvreté totale. Ces rues, ces habitations, ces clôtures en tôle, ces dépotoirs et ces eaux boueuses sont à quelques encablures des tours jumelles. L'écart est énorme entre la beauté de ces tours et les habitations riveraines. 174 milliards de francs CFA engloutis par ces immeubles, alors qu'à 0, 100, 500 mètres vivent des personnes sans logement décent. Le gouvernement aurait-il oublié ces populations? Vous voyez-vous? J'ai même le souvenir que l'une des ministres de l'économie du Mali, lorsque chez elle, il y avait le trottoir n'était pas du tout bien, elle a même fait appel à des fonds, à des Norvégiens et autres pour pouvoir mettre une rue bétonnée et autres. Mais eux, ils s'en fichent absolument. Qu'il y ait de l'eau qui coule, qu'il y ait des inondations, on donne des permis de conduire, de construire, les gens construisent où ils peuvent construire pour vivre, mais il n'y a aucun suivi. Aucun suivi. Oh.
obligé d'aller là où il y a des gens là-bas. Tu es quoi, Mais bon, tu vois, ma boutique. même quand tu vas voir, est-ce que tu y en a? Et après, on va demander à la petite commerçante du marché. Moi, j'ai été filmée au marché de Bakongo, au marché Total. J'étais à l'intérieur. J'ai été très bien accueillie. Et on va demander à ces petites femmes de pouvoir donner des impôts, de pouvoir leur retirer de l'argent, du peu qu'ils gagnent avec l'inflation qu'il y a. On en a marre. On en a marre de tout ce système-là. On veut une jeunesse, on veut des personnes avec de l'éthique et qui puissent changer les choses pour demain. Et nous serons prêtes à les soutenir. Voilà. Merci Olga Aldinga d'avoir été avec nous sur TLR TV R7. Je rappelle que vous êtes consultante sur l'actualité géopolitique chez Ziana TV. En tout cas, grand merci d'avoir été disponible pour nous et pour nos téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et comme d'habitude, en tout cas, je vous avais prévenu que je ne cesserai de vous le rappeler, de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir bien sûr partagé au maximum cette émission, une façon pour vous de nous aider évidemment à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs, des gestes qui comptent pour nous. Et c'est votre manière à vous de nous soutenir dans notre activité médiatique. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de cette émission. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.